450 000 dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, ni pour la population qui accueille, ni pour la population de départ, parce que les mamans qui laissent leurs enfants partir, il y a beaucoup de morts, hein, tous ne réussissent pas, donc il y a un taux d'échec important et c'est de la souffrance. Et les populations qui sont intégrées dans, disons, dans cette ambiance illégale, ils sont aussi très précarisés, ils vivent des petits boulots, et bon, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, la question, par rapport à la question de l'identité et de la marginalité, je voudrais poser cette question. Pourquoi cette question ne se pose-t-elle que maintenant? Pourquoi cette question de l'identité de la population qui s'installe, elle se construit de façon aussi violente, aussi difficile, aussi exclusive? Pourquoi, par exemple, cette question ne s'est pas posée dans les années 60? Quand les premiers Marocains sont venus s'installer, personne n'a pensé à dire qu'ils étaient musulmans ou qu'ils étaient islamistes. Donc c'est intéressant de voir comment on est passé d'une société où l'identité du travailleur immigré ne posait pas grand problème à une fixation sur une identité qu'on donne à ce travailleur qui vient s'installer en Europe. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, les premiers Marocains qui se sont installés, d'abord, ils étaient célibataires, c'était que des hommes, ils étaient dans des foyers, donc en fait, ils étaient invisibles. Ils travaillaient, mais on ne les voyait pas. Donc, ils ne posaient pas problème par rapport à la société qui les accueillait. Autre chose, il ne faut pas l'oublier, qui se sont installés dans les années 50 et les années 60, qui étaient quand même les années où le socialisme était encore assez puissant, les mouvements ouvriers étaient puissants, et la solidarité ouvrière prolétarienne a joué. Donc pour leurs camarades qui travaillaient à côté d'eux, c'était d'abord des ouvriers comme eux, et donc ces Marocains n'éprouvaient pas le besoin de développer, ou on ne leur collait pas une autre étiquette. Leur identité se construisait par rapport au travail et à la solidarité dans le travail, et ils ne disaient pas « je suis musulman » ou « arabe ». Relativement, ça ne posait pas problème. Alors pourquoi, à un moment donné, cette question s'est-elle posée, cette question de l'identité de l'autre, surtout l'identité ramenée uniquement à l'islam et au terrorisme? C'est vrai que ça pose problème. Mais à propos et ça pose le problème de l'exclusion, le refus de l'autre. Mais en écoutant les conférences d'hier, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que le travailleur clandestin qui est exclu. Les jeunes sont exclus, les malades mentaux sont exclus, les immigrés sont exclus. C'est quand même, il faut se poser des questions. Pourquoi on exclut? Alors qui c'est qui est inclus? Qui c'est qui reste? Si on exclut, et qui c'est qui reste? Qui c'est qui a le droit d'être dans la norme? Ça pose quand même une question, ça devrait poser une question par rapport aux sociétés d'accueil. La question de l'identité telle qu'on la vit actuellement en Europe, c'est-à-dire les immigrés comme islamistes, terroristes, violents, non intégrés, elle s'est posée donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec essentiellement la deuxième et troisième génération. Les deuxième et troisième générations, à la différence de leurs parents, sont nés dans le pays et se considèrent de nationalité de ce pays. C'est leur pays et ils refusent même. Souvent, ils disent « nous avons honte du comportement de nos parents qui n'essayaient pas de se montrer comme musulmans ». Eux, non. Ils se disent « nous sommes de ce pays et nous avons le droit à une place dans ce pays ». Mais malheureusement, cette deuxième et troisième génération, elle est née dans un contexte économique qui était beaucoup moins glorieux, beaucoup plus difficile. Et donc, il y a le chômage, il y a l'exclusion, il y a bon, c'est beaucoup moins glorieux, donc avec le chômage essentiellement. Et puis, avec la mauvaise qualité de l'enseignement dans les banlieues, c'est en fait des gens qui ont souvent, dans les banlieues, souvent,
un niveau de formation ou de qualification mauvais, et puis un niveau, ils n'ont pas les outils pour comprendre cette société où ils vont vivre. Et donc, ces gens-là, à qui on refuse une place économique, à qui on refuse une place culturelle, vont essayer de dire mais je suis de ce pays et il faut que vous me voyiez. Et il me semble que quelque part ils vont développer une identité pour se faire voir. Ils veulent être visibles. Bon, ils peuvent se faire voir par la violence, c'est vrai, le banditisme, le trafic de drogue, ça c'est peut-être, moi je me dis que c'est une façon de montrer qu'on est là, mais ils vont aussi construire eux-mêmes une identité qui correspond à celle que leur fait le pays d'accueil, une identité à partir des matériaux qu'ils vont trouver chez leurs parents. Et chez leurs parents, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un islam. Mais l'islam leur identité islamique qu'ils vont construire, elle est particulière. C'est un islam qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus violent, beaucoup plus exclusif. Donc eux-mêmes se construisent dans disons, l'opposition à l'autre. Hein. Mais il se trouve que cela a été possible parce que aussi il y a le contexte international. Il y a un contexte international. Donc ils ont pris des matériaux chez leurs parents, mais il y a aussi un contexte international qui va les encourager dans cette voie. Il y a la guerre en Afghanistan, il y a la révolution islamique d'abord, hein, la révolution islamique en Iran, il y a la guerre en Afghanistan, il y a la chute du mur de Berlin. Hein, la chute du mur de Berlin, on n'a pas, je crois, encore mesuré toutes les conséquences, mais disons le fait d'une disparition de cette idéologie qui, disons, organisait un peu tout le monde. La chute, la disparition de cette organisation culturelle un peu idéologique du monde, qu'on le veuille ou non, ça marquait un peu tout le monde, ça laisse des places vides. Et c'est une place où va s'engouffrer l'islamisme. Il ne faut pas oublier le 11 septembre. Hein. 11 septembre aussi va donner des matériaux à ces jeunes. Et bien sûr, Al-Qaïda. Il y a un autre facteur qu'on ne mesure pas, qui joue beaucoup dans l'identité des jeunes de la cité, c'est l'incapacité de la communauté internationale et du monde occidental à trouver une solution juste au Moyen-Orient. Les jeunes des banlieues ne comprennent pas que cet Occident si rationnel et si, disons, si droit de l'homme n'arrive pas à trouver une solution. Et surtout, le soutien inconditionnel à Israël. Donc tout ça, ça fait qu'on va s'hérisser, on va se construire, se blinder dans une construction identitaire qui va s'opposer à l'autre, et c'est vrai, et qui alimente de l'autre côté aussi le refus. Hein. Bon, mais malheureusement, c'est un peu lié à... Je voudrais terminer pour dire que du fait de cette crispation identitaire, il y a un refus qui se développe dans la société d'accueil, et les sociétés d'accueil vont mettre en place des mécanismes, disons, d'arrêt des frontières. Disons, chacun va s'enfermer dans de nouvelles frontières et va bloquer l'arrivée des immigrants en invoquant qu'ils ne sont pas solubles dans la société d'accueil. Ce qui est vrai pour une certaine partie, mais c'est aussi dû à l'autre. Hein, c'est le refus. Mais pourtant, il faut bien prendre conscience, et ça, on le voit bien avec tout ce qui se passe dans le monde arabe, mais aussi dans ce qui se passe en Afrique, les fragilités, la disparition de l'État, la disparition des repères étatiques. On est actuellement dans une société mondiale où les problèmes de l'autre sont nécessairement vos problèmes. Impossible. Le problème de la croissance démographique, de la pauvreté, du chômage, de l'absence de liberté démocratique, de non-respect de l'homme dans les pays voisins ou dans les pays à côté, il se retrouve nécessairement dans les pays démocratiques et les pays qu'on considère plus riches. Nécessairement. Aucune frontière n'arrête la misère et les difficultés du monde. Et donc, je pense que c'est un des enjeux, un des défis qui peut nous attendre, nous, comme
humain de cette société mondialisée qui se construit, qu'on le veuille ou non, parce que les problèmes deviennent transnationaux. Un des défis, c'est de nous organiser avec des mécanismes transnationaux qui nous permettent de vivre ensemble. S'enfermer chacun, c'est impossible. Ça n'a pas existé. Les États-Unis n'arrêtent pas d'élever la frontière, mais les Mexicains arrivent. Donc, il faut qu'on se dise que le prochain enjeu pour la société humaine, c'est d'apprendre à vivre ensemble dans une société pacifiée. Merci.